If I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super en ce début de semaine, j'espère que votre week-end s'est bien passé, que tout ça c'est derrière vous, que vous avez bien pu rattaquer la semaine comme il se doit les lundis matins, c'est toujours dur, on va pas se mentir, c'est pas simple, mais voilà, j'espère que cette semaine ça a été pour vous, on se rapproche vraiment des beaux jours là, ça y est, on est rentré dans le mois d'avril bien comme il faut, donc l'été arrive, ne vous en faites pas, tenez bon. Et en attendant, on se retrouve pour une petite vidéo top 7. Toujours pas top 10. Pourquoi top 7 ? Je vous laisserai deviner. Ça faisait longtemps, voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu des déceptions que j'ai eues cette saison en Ligue 1. On fera une vidéo plus tard pour décerner quelques trophées pour cette saison, des trophées un petit peu plus positifs je pense. Mais aujourd'hui, voilà, il fallait un petit peu taper sur les doigts de certains joueurs parce que vous connaissez, en début de saison, on a toujours des attentes et on juge par rapport à la saison précédente. On se dit que certains joueurs vont exploser, certains joueurs vont confirmer, certains joueurs vont tenir le rang et à la fin de la saison, il y en a certains qui chutent, que ce soit dans nos cœurs ou sur le terrain. Et moi, j'ai envie de vous lister les 7 plus grosses déceptions que j'ai eues sur cette saison 2025-2026. Comment je les ai classées ? C'est tout simplement les premiers rangs sont tenus par des joueurs pour lesquels j'avais vraiment envie de les voir performer au très haut niveau et j'avais des très grosses attentes sur eux et malheureusement ils ont déçu pour plein de raisons différentes. Vous allez voir, je vais expliquer un petit peu mon classement et mes choix. Et ouais, c'est tout simplement ça les critères, c'est ces joueurs qui voilà, n'ont pas réussi à performer, à confirmer ou à répondre aux attentes qui étaient placées en eux. Et du coup, voilà, ça nous déçoit. Et moi en premier, donc j'ai envie de faire ce top 7 pour vous en parler plus en profondeur. Je m'excuse par avance pour ces joueurs-là qui vont apparaître. D'ailleurs, il n'y a pas que des joueurs. Donc je me suis permis de prendre une petite liberté dans ce top 7. Il y a un entraîneur, sinon c'est que des joueurs. Mais c'est parce qu'il y a une équipe où il y avait tellement de déceptions que je devais pas choisir un seul joueur. Sinon ça aurait pas été juste. Je pense que vous savez de qui je parle potentiellement, mais on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Je propose qu'on commence directement le top 7 en attaquant par la 7e place. On va faire de 7 à 1, normal, dans l'ordre. Et en 7e place, je me suis permis une petite liberté d'entrée. J'ai mis 2 joueurs. Voilà, je m'en excuse. Je ne réponds pas même pas à mes propres règles. C'est terrible. Mais voilà, en 7e place, j'ai mis 2 joueurs. J'ai mis 2 attaquants du Paris FC. J'ai mis Jean-Philippe Crasso et William Goebbels. À la 7e place, les deux à égalité, parce que les deux m'ont déçu. On va pas se cacher, pour des raisons différentes. Pour faire un petit peu l'historique des deux joueurs, Jean-Philippe Crasso, il était déjà au club. C'est lui qui a participé activement à la montée du Paris FC en Ligue 1. Il fait clairement partie du projet et de cette remontée qui a été assez incroyable la saison dernière. Lui et Ilan Kebal, c'est vraiment, avec Maxi Lopez aussi, c'est un peu les trois, le trident des joueurs qui ont permis de porter le Paris FC au sommet du football français, c'est-à-dire en Ligue 1. Et cette saison, moi, je m'attendais vraiment à le voir performer au haut niveau. Je trouvais qu'il avait vraiment les qualités en Ligue 2. Il marchait littéralement, il a marché littéralement sur la Ligue 2. Si je lis un peu ses stats, c'était 17 buts la saison dernière en Ligue 2. Donc un joueur comme ça, on s'attend potentiellement à le voir marquer sa dizaine de buts. Je demande pas à ce qu'il marque 20 buts toutes les saisons en Ligue 1, c'est pas ça. C'est juste que s'il pouvait peser un minimum sur les défenses adverses, ce serait déjà un très bon début. C'est vrai que là, Jean-Philippe Crasso, il y a eu un gap. Je pense que le gap, il est principalement technique pour lui, sans lui faire offense évidemment. J'ai trouvé qu'il n'a pas su du tout s'adapter à la Ligue 1. On a senti que c'était un joueur qui venait de Ligue 2. On l'avait déjà eu à Saint-Etienne, si je dis pas de bêtises, Jean-Philippe Crasso. Mais là, c'est vrai qu'il avait vraiment explosé la saison dernière au Paris FC. Et comme je l'ai dit, on pensait pouvoir le voir vraiment performer en Ligue 1. Ça n'a pas du tout été le cas. L'entraîneur Stéphane Gilly, il a
essayé de le remplacer, de le relancer, de le faire rentrer. Il n'a pas trouvé la solution. Donc, il fait partie de mes déceptions. Ça reste la 7e place. Donc, voilà. Mais quand même, moi, je m'attendais à le voir quand même à un niveau bien supérieur à celui qu'il a affiché. Et son compère de l'attaque, c'est William Goebbels. Alors, les deux, je sais pas s'ils sont compères en dehors des terrains. En tout cas, sur le terrain, ça a pas cliqué. Ils ont été alignés très peu de fois, si ce n'est jamais ensemble. En même temps, c'est des profils un peu similaires, hein, des grands attaquants qui sont censés peser sur les défenses et marquer à la première occasion venue. En vérité, aucun des deux n'a répondu à ces attentes-là. Hein. Pour vous dire un peu leurs stats, cette saison, toutes compétitions confondues, William Goebbels et Jean-Philippe Crasso, c'est 2 et 3 buts respectivement. Donc bonjour l'attaque. En plus de ça, le Paris FC, ils font partie un peu des pires attaques de Ligue 1 parmi les équipes potables. J'exclus tous les Nantes, Auxerre, Metz, toutes ces équipes-là sans vouloir leur faire offense. Mais ouais, vraiment attaque très très compliquée. William Goebbels, c'était un joueur qui a été recruté cet été, donc forcément quand tu recrutes un joueur pour 9 millions, bon, c'est pas des sommes astronomiques, hein, on va pas se cacher, mais pour le Paris FC déjà c'était pas mal. Tu t'attends à ce que le joueur il soit en capacité de marquer si c'est pas sa dizaine de buts, c'est au moins 5-7 buts. Hein. Tu es quand même numéro 9 de Ligue 1, tu as quand même des bons joueurs à côté de toi. Ilan Kebal, il peut te servir quelques cadeaux. Tu avais des ailiers pas mal comme Moses Simon aussi, capable de faire des bons centres avec un bon pied. Donc on peut s'attendre à ce que tu marques quelques buts quand même. Tu finis, là la saison elle est pas terminée, on va pas les condamner. Mais bon, pour vous donner une indication, le Paris FC, ils avaient recruté William Goebbels, ils avaient Jean-Philippe Crasso, ils ont repris à l'hiver Ciro Immobilier. C'est vous dire la confiance qu'ils ont en ces deux joueurs-là. Plus le coach Gilly, il avait essayé à Limamigori en attaque, en pointe, alors que le mec c'est clairement un ailier. Enfin bon, ça donne des indications sur la confiance de ces joueurs-là. Ça m'a largement déçu. Moi, je m'attendais à ce que le Paris FC il finisse dans la première partie de tableau, si ce n'est plus haut, parce que en vérité l'état-major du Paris FC, ils avaient des ambitions vraiment importantes. Au final, ça va finir un peu dans le ventre mou très bas. C'est décevant et je pense que c'est en partie dû à cette attaque qui n'a pas fonctionné. Donc c'est pour ça que je les ai placés en 7e place. On monte d'un cran, 6e place. Et pour cette position-là, j'ai décidé de prendre un joueur du Paris Saint-Germain. Alors vous me direz, c'est dur pour le Paris Saint-Germain. Il y en a deux dans la liste. Le premier, c'est Ilya Zabarny, l'Ukrainien que je mets 6e. Lui aussi recrue cet été pour 63 millions d'euros. Il a été recruté à l'intersaison cet été. Déçu forcément, vous pouvez trouver ça un peu dur au vu de la saison et peut-être vous dire allez, il y a un temps d'adaptation, mais bon là ça y est, on est en avril et le mec il continue à faire des performances douteuses là. Je vais revenir un petit peu sur son match face à Monaco, c'était en début mars. C'est douteux, c'est pas possible de faire des performances comme ça quand tu joues au niveau et surtout au Paris Saint-Germain. Moi, je vais pas vous mentir, quand Ilya Zabarny il arrive de Bournemouth pour 63 millions, je me dis ok, ils ont pécho le nouveau William Pacho. Alors, je vais vous parler concrètement. On n'est pas sur ce calibre-là. Hein. William Pacho, c'est titulaire et patron de la défense avec Marquinhos. Ilya Zabarny, il se bat pour sa place avec Lucas Beraldo. Donc non, c'est pas le même calibre. Un défenseur qui normalement par sa taille il fait quasiment 1m90 hein. Ilya Zabarny, il est très costaud, normalement il est censé faire limite peur aux attaquants de Ligue 1. Là j'ai l'impression que c'est lui qui a peur, il n'a pas du tout réussi à s'adapter à la physicalité de notre championnat. Pas mal de détracteurs vont dire que la Ligue 1 c'est la Farmers League, mais quand tu vois un joueur comme Ilya Zabarny qui réussissait parfaitement bien à Bournemouth avec sa paire avec Dean Huijsen, alors je pense que Paris ils auraient préféré prendre Dean Huijsen que Ilya Zabarny, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et derrière, il n'arrive pas à s'adapter en Ligue 1 et à prendre. Après, on lui demandait pas de prendre une place de titulaire, on va pas se mentir. Mais là, sur les 22 matchs qu'il a joué, moi, il m'a clairement pas convaincu. Tu sens que le mec en Ligue des Champions, si tu le mets, il va un peu claquer des jambes. Donc, c'est pas possible. Normalement, avec son gabarit, il est censé rassurer toute une défense. Et là, à chaque fois qu'il y a un ballon dans son dos, t'as l'impression que c'est panique à bord. Chaque grosse confrontation, il est en pagaille. Même quand c'est des petites confrontations, là j'ai en tête son match contre Toulouse où il y a énormément d'imprécisions.
Donc non, déception, Ilya Zabarny. Honnêtement, on peut se permettre de lui laisser une saison de plus, hein. De toute façon, il arrive dans une équipe du Paris Saint-Germain qui est parfaitement huilée. C'est clair que quand l'équipe va bien, Zabarny va bien. En même temps, quand t'es Paris et que tu vas bien, c'est que l'équipe adverse, elle attaque pas. Donc, tes défenseurs centrales, t'as peu de taf. Mais bon, entre ça et les affaires avec Safonov, parce que Safonov, il est russe, et Ilya Zabarny, il est ukrainien. Donc forcément, ça a donné un petit couac. Ils voulaient pas jouer ensemble. Enfin, Zabarny ne voulait pas jouer avec Safonov. Au final, ils finissent par jouer ensemble. Enfin, c'était un peu flou cette histoire. Ça a dû être un peu compliqué pour lui aussi, je peux le comprendre. Mais c'est vrai que sur le terrain, il n'a pas prouvé qu'il pouvait prendre une place de titulaire en puissance. On sent que Luis Enrique a tenté de lui donner confiance sur pas mal de matchs. Il n'a pas souvent répondu vraiment présent. Donc moi, ça m'a déçu. Je l'attendais plus fort, étant un petit peu spectateur de certains de ces matchs, ayant été spectateur de certains de ces matchs avec Bournemouth. Je m'attendais à vraiment à voir un patron en défense, et là, ouais, comme je l'ai dit, il se bat là pour sa place avec Lucas Beraldo. Donc ouais, déçu. C'est Ilya Zabarny qui prend la 6e place. On monte encore d'un cran pour entrer dans le top 5. Et en 5e position, j'ai mis un attaquant. On alterne entre attaque et défense. Mika Biret de Monaco. C'est pas pour rien qu'il a été surnommé Mika Biret par certains détracteurs. Je pense que à certains égards, ça a pu être mérité. Pourquoi je dis ça? Parce que Mika Biret, la saison dernière, quand il est arrivé, je crois qu'il est arrivé en hiver, si je dis pas de bêtises, l'hiver 2024, il a planté tout simplement 16 buts en 13 matchs. Donc à ce moment-là, tu as une pression qui s'installe sur tes épaules. Tu plantes 16 buts en 13 matchs. Il y avait eu combien de triplés? C'était Monsieur Triplé à la fin de la saison dernière. Le mec, il enchaînait les bonnes performances. On a l'impression que Monaco avait vraiment trouvé son attaquant de référence avec les doutes que Folarin Balogun avait rencontrés. On se disait que c'était vraiment Mika Biret qui pouvait prendre sa place. Au final, cette saison, c'est seulement 2 buts en 27 matchs. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Les attaquants à 2 buts en 27 matchs, normalement, c'est pas normal en Ligue 1. Tu es capable de faire mieux. Et puis, au-delà des statistiques, même si quand je regarde un numéro 9, j'aime bien quand même regarder ses statistiques, je vous mens pas. Un défenseur central, je m'en fous qu'il ait des passes décisives, des buts. Je regarde voilà, ses duels remportés, son pourcentage de duels, c'est sa qualité de relance, c'est plus un aspect visuel. Quand même, quand je regarde un numéro 9, j'aime bien qu'il ait quelques statistiques à son actif. Mika Biret, il n'y en a pas. Bon, s'il n'y a pas de statistiques, montre-moi quelque chose dans le jeu. Et dans le jeu, ça a été plus que compliqué. Mika Biret, il n'a pas du tout réussi à se connecter avec ses partenaires. Alexander Golovin, Akliouche, Minamino, tout ça, ils n'ont pas réussi à le trouver. Quand Balogun a commencé à être en forme, on a vite oublié l'association Biret-Balogun, parce qu'il faut bien se rappeler qu'à un moment, les deux, ils étaient alignés. Là, vous regardez, Monaco est une équipe qui monte clairement en puissance sur cette fin de saison, même s'il y a eu cette large défaite face au Paris FC ce week-end. Vous regardez les performances, les belles performances de Monaco ces derniers temps, c'était sans Mika Biret, c'était avec un Folarin Balogun seul en pointe. Et moi, je sais pourquoi, c'est parce qu'il n'est pas du tout adapté à ce système de jeu, et qu'un attaquant qui doute comme ça peut pas, ça dessert totalement l'équipe. En fait, t'as pas envie de le servir. Et quand il y a un ballon qui traîne dans la surface, tu sais qu'il va pas être tueur. Et c'est ce qu'on lui demande principalement. Donc non, très déçu de la saison de Mika Biret pour le moment. Je pense pas que ça passera le cut de cet été. Mika Biret, si je dois me projeter un petit peu, j'ai l'impression qu'on va un petit peu plus le pousser vers la sortie. En plus, avec la saison un peu en dents de scie de Monaco, même si ça revient bien, comme je l'ai dit, là, en cette fin de saison, il y a eu quand même pas mal d'interrogations. Ça a viré le coach à 18h pour prendre Sébastien Pocognoli. Les débuts, ça a été compliqué. Il y a eu des défaites un petit peu douteuses. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de choses qui vont changer à Monaco d'ici cet été. Et je pense que Mika Biret, il va devoir faire ses valises et trouver un club ailleurs. Je pense quand même que c'est un bon attaquant, hein, mais c'est toujours pareil, hein, les attaquants, vous savez ce qu'on dit, hein, c'est comme le ketchup, il faut se débloquer. Et j'ai l'impression que Monaco ne va pas avoir le temps d'attendre pour Biret, et lui n'est pas heureux du côté du Rocher. Donc il va devoir partir. Et moi, ça me déçoit parce que honnêtement, quand je le regardais jouer la saison dernière, que sur chaque opportunité, il était capable de marquer et c'était une vraie menace pour les défenses, bah j'ai pas retrouvé ça cette saison, loin de là. Et j'ai préféré tous ses copains de l'attaque à lui.
Donc je le mets 5e dans ce classement des plus grosses déceptions de cette saison 2025-2026 pour la Footixerie. Encore une fois, ça n'implique que moi. On peut monter d'une marche pour arriver à la 4e place. Et en 4e place, c'est justement un entraîneur que j'ai décidé de choisir, c'est Francaise. Pourquoi j'ai mis un entraîneur et 6 autres joueurs? Parce que tout simplement, j'avais envie de choisir un joueur à Nice qui m'a déçu. Mais en fait, je crois que c'est tout Nice qui m'a déçu. Et au-delà des joueurs, c'est l'entraîneur, c'est les dirigeants. Il y a plein de choses qui m'ont déçu du côté de Nice. J'en ai fait une vidéo la semaine dernière plutôt, pour parler un petit peu des changements qui devraient arriver et de pourquoi il y avait des dysfonctionnements dans cette équipe. Honnêtement, Francaise, il fait partie des claires raisons de pourquoi il y avait des dysfonctionnements. Clairement, il a perdu son vestiaire au bout de 2 matchs, le mec, j'ai l'impression. Non, en vrai, j'abuse. Il y a eu 2-3 mois, 3, j'abuse. Encore une fois, il y a eu 2 bons mois de Nice en début de saison et après, on les a perdus, mais des affaires extra-sportives dans tous les sens. Les joueurs complètement déconnectés, les supporters qui râlent directement. La saison, elle est partie en catastrophe et j'ai l'impression que Francaise, il a jamais réussi et même tenté de redresser la barque en fait. J'ai l'impression qu'il a quitté le navire au bout de 2 défaites consécutives. C'était n'importe quoi. Encore une fois, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Nice, l'effectif, t'es capable de faire beaucoup mieux avec ça. T'as des joueurs de qualité. Alors oui, il y a eu des choix de la direction de prendre des mecs comme Kevin Carlos en attaque où tu te demandes ce que le mec fout là. Il n'est pas capable de mettre un pied devant l'autre et c'est compliqué. Tu te demandes ce que Isaac Janssen fait dans une équipe de Ligue 1 aussi. Donc il y a eu des choix douteux. On va pas se mentir, il y a eu des choix douteux. Quand tu recrutes Eli Wahi alors que ton équipe elle est censée jouer le maintien, c'est douteux, c'est douteux. La direction, on est d'accord là-dessus. Mais bon, quand même, t'as des qualités, t'es censé... Allez, si ça va pas, Nice, avec cet effectif-là, c'est minimum top 12, top 11, top 10 dans ces places-là. Là, ils vont finir quoi? Ils vont devoir se battre jusqu'au bout pour le maintien? C'est ça dont on parle, Nice? C'est faire des nuls contre Le Havre? Sérieusement? Là, ils sont 15e, ils sont à 4 points d'Auxerre. Ils vont avoir un match de la peur à jouer en fin de saison. On en a parlé précédemment. C'est pas normal. Et ça, c'est en partie dû à cause du coach. Je suis désolé, on peut pas que blâmer les joueurs. Au bout d'un moment, quand tu mets 40 systèmes, que tu n'as aucune continuité, que tu mets des joueurs pas à leur poste, que tu changes à chaque match de dispositif, de joueurs, d'animation offensive, bah forcément ça donne le résultat que tu as eu cette saison et ça donne une déception immense. Donc ouais, franchement, Francaise, ça a été une grosse déception parce que quand on l'avait vu à Lens tout rouler, là à Nice ça a été catastrophique. On va voir comment il va se relancer du côté de Rennes parce qu'il a été viré et il a retrouvé un poste directement. Rennes, ça va un peu mieux là, donc on va voir si la saison prochaine il va être capable de lancer quelque chose de bien et faire un peu une lançoise. Mais non, Francaise, attention, hein, parce que là tu me refais une saison comme tu as fait contre Nice, je vais commencer à te qualifier de fraude, hein, mon ami. Il n'y a pas d'autre terme, hein, parce que peut-être que tu as eu les bons joueurs au bon moment et un alignement des planètes à Lens. Derrière, faut confirmer. Si t'es pas capable, tu vas te faire envoyer ailleurs et tu vas pas trouver de boulot. Donc attention à ça. Francaise, il m'a clairement déçu. Non, là, Nice cette saison, ça a été une vaste déception. Il y a des joueurs qui ont essayé de sortir du lot, mais l'environnement et puis même il y a de l'extra sportif. À un moment donné, il voulait partir, mais il voulait pas démissionner parce qu'il voulait sa commission, il voulait prendre ses sous. Donc non, il y a plein d'éléments qui me font dire que il est responsable grandement de cette saison ratée du côté de la Côte d'Azur et c'est pour ça qu'il figure à la 4e place de mes déceptions de la saison 2025-2026, même si c'est pas un joueur. Voilà pour le top 4. Je vous propose qu'on monte sur le podium. En top 3, j'ai décidé de prendre Ludovic Blas. Ludovic Blas, joueur de football fantastique, normalement. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais. Joueur qui est capable de vous faire frissonner. Vrai joueur frisson, normalement, Ludovic Blas. Enfin, moi, c'est ce que je pensais, encore une fois. Il m'a prouvé clairement le contraire cette saison. Avec Habib Bey, qui était l'entraîneur de Rennes avant de se faire virer alors qu'il était 3e. Bon, ça, on en reparlera peut-être. Ça allait pas, j'ai l'impression qu'ils s'entendaient pas.
Mais comment ça, t'es pas capable de t'imposer dans une équipe de Rennes où t'as des Brel Mbolo qui marque 3 buts alors qu'il est numéro 9. Avec tout le respect pour Brel Mbolo, ça a marché avec son association avec Esteban Le Paul. Hein. Je vais pas critiquer ça, mais encore une fois, le dispositif, il n'était pas forcément propice à une belle éclosion pour une saison de Ludovic Blas, de 3-5-2 avec 2 attaquants centraux. Mais non, déception parce que il y avait 6 buts et 7 passes décisives la saison précédente. Quand tu fais ce genre de stats en Ligue 1, moi tu me plais, tu me parles. Mais de toute façon, au-delà des statistiques, Ludovic Blas, c'est un formidable joueur de foot. Et là, cette saison, il a clairement pas su s'imposer en Ligue 1 avec Habib Beye. Seulement 5 buts et 2 passes décisives. Vous me direz, ça va encore. Mais l'impression visuelle, elle est quand même assez critique. Son entraîneur, comme j'ai dit, il n'a pas réussi à compter sur lui. Il y a eu un peu des bruits de couloir comme quoi il se plaisait plus du tout à Rennes. Peut-être qu'il aurait dû partir, Ludovic Blas. Là, j'ai l'impression qu'il est arrivé à la fin de son ère avec le Stade Rennais. Je pense qu'il y a pas mal de clubs qui vont venir toquer à la porte. Et ils auraient bien raison, parce que moi, je continue à être dans le train Ludovic Blas. Et c'est pour ça qu'il est aussi haut dans ce classement des déceptions. Certains me diront peut-être que c'est dur, que je suis dur avec Ludovic Blas, qu'il y a des joueurs qui ont plus déçu que lui, et que les joueurs que j'ai cités précédemment, ils ont fait des moins bonnes saisons que lui, peut-être. Mais moi, j'avais mis des grosses attentes sur lui. Je pensais qu'il allait vraiment être central dans le projet de Rennes cette saison et qu'il allait être un joueur important d'une épopée en Ligue 1 de Rennes. Au final, que nenni, ça a été un remplaçant de luxe. Alors que moi, je pense vraiment que c'est un titulaire de Ligue 1, mais largement. Tu le mets dans n'importe quel bon contexte en Ligue 1, Ludovic Blas, c'est un formidable joueur de foot. Là, cette année, il n'a pas réussi à concrétiser et à montrer le plein étendue de son talent. Ça m'a déçu, je le mets top 3. Désolé Ludovic, je reste à bord cependant. Et montre-moi que j'ai tort la saison prochaine, que ce soit à Rennes ou ailleurs. Un autre club en Ligue 1, moi je le vois bien, il y avait eu des rumeurs à l'époque du côté de Lille, quand il était à Nantes justement. Moi je le vois bien dans une équipe de Lille, je vais pas vous mentir, c'est un joueur que j'apprécie tout particulièrement. Je pense peut-être qu'il doit changer de contexte. Après avec Franquès, là ça a l'air de matcher les deux, donc il lui fait confiance. On va voir ce que ça peut donner sur une plus longue étendue de match, pardon. Mais voilà, cette saison, Ludovic Blas, ça a été décevant et il est 3e dans mon classement des plus grosses déceptions de l'année 2025-2026. On rentre dans les places de luxe, les places de choix, et comment ne pas citer l'ami Lucas Chevalier dans les déceptions de l'année 2025-2026. Je pense que quand vous avez vu le titre de la vidéo, ça peut être l'un des joueurs, si ce n'est le joueur auquel vous avez pensé en le mettant tout en haut. Je vais pas vous mentir, moi il a été tout en haut directement dans mon esprit, Lucas Chevalier. Arrivé du côté du Paris Saint-Germain, c'est lui le deuxième joueur du Paris Saint-Germain à l'été 2025. Et comme titulaire, hein, on va pas se mentir, quand il débarque de Lille à Paris, c'est clair, le clair titulaire de Paris, et directement il est jeté dans le grand bain avec ce match dans le Trophée des Champions face à Tottenham. Et dès ce premier match-là, on a senti que ça allait être compliqué pour Chevalier. Fébrile. À chaque fois qu'il est sur le terrain, fébrile. Pas serein dans ses interventions. On sent que les défenseurs, ils l'écoutent à moitié. Ils n'ont pas confiance en lui. Et quand tu as des défenseurs qui n'ont pas confiance dans leur gardien, ça peut pas marcher. En plus, on a l'impression qu'il est un petit peu exclu dans le vestiaire, qu'ils n'ont pas confiance en lui, que quand il est dans les buts, il se méfie. Et en même temps, il y a eu aussi plusieurs boulettes. Je vous parlais de son match face à Tottenham en trophée Super Coupe de l'UEFA. Ça a été très compliqué. Il y a eu ce match contre Strasbourg où il y a eu ce but litigieux où son pied il reste un peu bloqué dans le sol et du coup il prend un peu un but, mais le truc c'est pas une frappe, c'est une passe. Je pense que le climax de la déception, ça a été le match contre Marseille, la défaite au Vélodrome 1-0, où il est clairement responsable, on va dire les termes, du but de Marseille très rapidement dans le match à la 5e minute sur une sortie ratée.
Il y a eu beaucoup notamment sur les sorties, en fait, c'est ça, c'est les moments où normalement tu dois t'imposer dans ta surface parce que c'est ta surface, t'es gardien de but, t'es là, tu dois montrer à tes défenseurs que c'est toi qui prends le ballon parce que t'as le droit aux mains. Et Lucas Chevalier, ça a jamais été ça, ça a toujours été des sorties un petit peu timides et du coup, il a rapidement été relégué à un rôle de second couteau au Paris Saint-Germain. C'est Matej Safonov qui a pris sa place en 2026. Il a joué qu'un seul match en 2026, Lucas Chevalier. Et je pense que ça risque de continuer parce que je le vois pas là reprendre une place de titulaire avec toute la pression médiatique autour de Paris. On savait que ça allait être compliqué de passer de Lille, qui est un petit marché, à Paris, où il y a tout le monde qui te regarde quand tu es gardien de but du Paris Saint-Germain, évidemment. Et il a eu des bonnes performances, Lucas Chevalier, mais à la première boulette, tu as l'impression qu'il s'effondre. Donc j'ai l'impression qu'il a pris beaucoup trop de pression. Et Safonov a en plus réalisé des bons matchs quand lui, il n'était pas bon. Donc il est devenu doublure. Et c'est dommage parce que pour l'équipe de France, ça devait être le gardien numéro 1 en puissance. Au final, là, il est numéro 3 derrière Brice Samba. C'est chaud. En vrai, c'est chaud. Dommage pour Lucas Chevalier qui vraiment, je pense, a largement le talent pour s'imposer à Paris et faire des belles saisons. On va voir s'ils vont lui laisser le temps et lui redonner la confiance l'année prochaine. Mais vu comme c'est parti là, Safonov, bah franchement, il donne raison sur pas mal d'éléments. Attention, parce que c'est pas non plus le gardien, c'est pas Thibaut Courtois, c'est pas Manuel Neuer, Safonov. Donc il y aura toujours une place pour Lucas Chevalier. Mais pour l'instant, il n'arrive pas à la saisir. Et le poste de gardien de but, c'est ingrat. Hein. Quand on a un qui a pris la confiance et qui a gagné surtout la confiance de l'entraîneur, bah, c'est compliqué de revenir parce que t'as pas de changement de gardien en cours de match. Vous le savez. Donc voilà, deuxième position pour mon ami Lucas Chevalier, qui en plus a eu des affaires extra-sportives et tout, j'en parle pas, mais ça a dû aussi impacter son moral et sa confiance sur le terrain, ce qui est très important quand tu es gardien de but, d'avoir la confiance. Vous l'attendez, il est là, le top 1 de mes déceptions en 2025-2026, et en vrai c'est un petit peu un tapin ce que je vais proposer, parce qu'en top 1 j'ai mis Paul Pogba. Évidemment, comment ne pas parler du champion du monde qui était censé faire son grand retour en Ligue 1 après une année galère à ne pas jouer, à être suspendu pour dopage. Là, non, c'était 2 ans même, si je me trompe pas. Là, on l'attendait au sommet, on se disait qu'avec une équipe de Monaco qui va être joueuse, qui allait avoir de la place au milieu de terrain, que nenni, Paul Pogba, ça a été une saison quasi blanche. Il a combien de matchs? Il a 4 matchs cette saison, 4 entrées en jeu. Aucun impact, hein. Forcément, en 4 matchs, t'as pas le temps d'impacter. Il a enchaîné les blessures, jamais en forme physiquement. Ses highlights, ils sont sur le banc. Donc ouais, franchement, moi j'ai été déçu parce que quand ils ont annoncé Paul Pogba, Monaco, avec Ansu Fati aurait pu figurer dans cette vidéo. J'ai décidé de pas le mettre parce qu'on va pas enterrer tous les monégasques. Déjà, il y en a 2 dans cette vidéo. On va être un peu respectueux. Mais c'est clair que Paul Pogba, ses meilleurs highlights, ils n'ont pas été sur le terrain. Il a jamais réussi à se remettre en forme dans une équipe de Monaco. En vrai, au milieu, il y avait de la place. Lamine Camara, il fait une grande saison, mais il y avait des blessés. Jordan Thésée, il a joué au milieu de terrain alors que c'est un défenseur. Denis Zakaria, il était souvent blessé. Donc non, franchement, il avait la possibilité de s'imposer dans ce collectif et on ne doute pas du talent de Paul Pogba. Encore une fois, champion du monde 2018, il a fait vibrer toute une génération, même s'il a ses détracteurs. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que il n'a pas joué. On va voir s'il est capable de se remettre en forme pour la saison prochaine. On va voir s'il est finito, comme certains le pensent, comme je le pense au final. Moi, je pense que ça y est, Paul Pogba, c'est terminé. On ne le reverra plus à un niveau professionnel de Ligue 1, de haut niveau de Ligue 1. Parce que pour jouer au Monaco, il faut quand même avoir un haut niveau de Ligue 1. Je pense qu'il ne réatteindra plus ce niveau-là. On va lui laisser la saison prochaine, mais je ne sais pas si déjà Monaco va lui laisser l'opportunité de se remettre complètement en forme. On va voir, mais ouais, grosse déception. Paul Pogba, il y avait eu pas mal d'annonces de retour de champion du monde en Ligue 1, d'Olivier Giroud, des Florent Thauvin, ce genre de calibre. Au final, c'est lui qui a le plus déçu en ne jouant pas et en faisant la cheerleader sur le bord de la touche. Donc ouais, grosse déception. Et peut-être j'en attendais trop d'un joueur qui n'a pas joué depuis 2 ans.
mais c'est Paul Pogba, merde, on a envie de le voir sur un terrain, il n'a pas été capable de se remettre en forme. Les blessures, forcément, on peut pas lui en vouloir, mais parfois il y a aussi l'investissement que tu mets à l'entraînement. Donc voilà, j'ai décidé de lui en tenir rigueur. Je m'en excuse si c'était la malchance, Paul. Tu nous me prouveras que j'avais tort la saison prochaine. Voilà pour mes 7 déceptions en Ligue 1. Au final, il y en a 8 parce que j'ai mis Crasso et Goebbels en bas, mais vous avez compris. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon top, si j'ai été dur, si j'ai été juste. Moi, je me trouve juste. Il y a des arguments pour chacun. N'hésitez pas à me dire qui j'ai oublié et quel serait votre top à vous dans les commentaires. Il y a plein de joueurs que j'aurais pu mentionner. J'ai pensé à Le Penant, j'ai pensé à Franck Magri pour ne citer que. Bon, après, ça reste un peu des joueurs mythes de Ligue 1, mais moi, j'attendais parce que c'est des joueurs qui m'ont déjà fait vibrer par le passé et que chaque saison, je suis en mode « Ah, Franck Magri, tu sais que cette saison, ça peut être un bête de joueur. » Au final, il joue même plus à Toulouse. Il a été bazardé. Je crois qu'il s'entraîne même plus avec la professionnelle. Donc, donc, on en est là de mes chouchous de Ligue 1. Mais voilà, n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous en pensez, quelles seraient vos déceptions à vous en commentaire. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude, je vous les mets en description si vous voulez suivre. Moi, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien. Et ouais, à la prochaine pour une nouvelle vidéo tout simplement. Allez, salut!